Europe 1, il est 8h33, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, La France s'interroge sur la suite. La Croix, les leçons du 11 janvier. Le Monde, Juifs de France, la tentation du départ. Le Figaro, arsenal antiterroriste, la France à l'heure des choix. Libération qui s'interroge sur les thèses conspirationnistes. Encore un coup du complot. Et puis, l'Express fait trembler avec une une en noir et rouge, l'international djihadiste. Mais c'est le superbe petit hebdomadaire, Le 1, qui résume le mieux. Pourquoi tant de haine ? Il y a des mots qui fâchent ce matin dans la presse. Oui, il y a des mots qui mettent tout le monde en émoi. Et le premier, en fait, c'est le mot lapin. Dans le Figaro, Jean-Marie Guénois a visiblement mal pris que le pape François, pourtant encensé depuis quelques mois pour son courage face à la curie, ose mettre les pieds dans le plat. On rappelle les mots du bouillant jésuite argentin. Certains croient, excusez-moi pour cette parole, que pour être de bons catholiques, ils doivent être des lapins. Le chroniqueur du Figaro évoque Charlie Hebdo, le débat sur la liberté d'expression et la nécessaire prudence pour ne pas choquer. Bref, on a tous ces petites susceptibilités. Le pape, écrit-il, suscite l'incompréhension au sein de sa base, les familles, dont il risque de se couper alors qu'elles forment la majorité des forces vives de l'Église catholique. Dans la Croix, Dominique Quignot s'emploie au contraire à déminer, tout en précisant qu'il ne s'agit bien sûr pas d'adhérer aux mentalités malthusiennes qui poussent les autorités des pays pauvres à imposer une limitation des naissances. Mais on attend vainement une réflexion sur le nouveau discours écologique de l'Église et son lien avec la question de l'augmentation de la population mondiale. Les caricatures, décidément, c'est mal. La langue de bois, c'est beaucoup plus élégant. Autre mot qui revient beaucoup, c'est apartheid, évidemment. Mais oui, c'est l'autre mot qui fâche. Une majorité des éditorialistes revient sur le parler cash du Premier ministre. Et là, les réactions sont partagées. Il y a ceux qui trouvent qu'après tout, c'est pas si mal, comme le souligne Bernard Stéphan dans La Montagne, de poser une question fondamentale occultée plusieurs jours durant. Pourquoi les rassemblements n'étaient-ils pas black blanc beurre ? Dans l'Alsace, Raymond Courreau évoque les ghettos infiltrés par les délinquants. L'apartheid est bien là, écrit-il, sauf que cette cassure est tout autant liée à l'aveuglement de nos dirigeants qu'à la volonté d'une minorité visible de rejeter tous les symboles de la République. Car la réaction principale ce matin est tout de même de rappeler que les mots ont un sens. L'apartheid, c'est un régime de racisme institutionnalisé, interdisant les mariages mixtes, l'exercice de certaines professions. En l'occurrence, un mot clivant, inadapté et surtout improductif pour Yann Marek dans le Midi Libre, qui préfère parler de zone de non-droit. Mais dans La Voix du Nord, Hervé Favre est encore plus sévère. La question posée est plutôt celle de l'efficacité des politiques de la ville, écrit-il. De tous ces plans Marshall qui, en fait d'apartheid ou de township déshérités, ont depuis 20 ans investi dans ces quartiers beaucoup plus d'argent que sur le reste du territoire, sans pour autant y ramener la diversité sociale attendue. Sans empêcher non plus la dérive radicale de certains habitants, d'ailleurs, ajoute-t-il. Cette dérive radicale, le Figaro nous la raconte en publiant ce chiffre édifiant. 130% de djihadistes supplémentaires sont partis en Syrie et en Irak par rapport à l'an dernier. Alors la faute à l'exclusion, au racisme, à l'apartheid ? Dans la ville même du Premier ministre, Évry, le journal raconte que des habitants récusent le mot d'apartheid. Non, d'ailleurs, c'est pas le Figaro, c'est le Parisien qui raconte ça. J'ai grandi dans un ghetto et je ne suis pas pour autant devenu un fou furieux, clame David, d'origine portugaise. Les premières générations d'immigrés d'Italie, de Pologne ou du Maghreb, dit-il, n'ont pas ou peu reçu d'aide. Cela ne les a pas empêchés pour beaucoup de réussir. À un moment, il faut se prendre en main. Alors, il faut lire le dossier passionnant de Philosophie Magazine de ce mois-ci. L'enfer, c'est les autres, vraiment ? C'est un dossier, bien sûr, qui a été bouclé avant le massacre de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Et il faut lire surtout l'enquête sur le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Ce quartier, vous savez, quartier de l'utopie 68arde, avec à l'époque école sans notes, architecture variée, mixité. Mais souvenez-vous, à l'été 2012, des émeutes, un discours choc de Nicolas Sarkozy. En septembre 2012, un groupe de jeunes du quartier qui lynchent 2 garçons venus s'interposer dans une rixe. Et puis, le ghetto, les utopistes laïcs de gauche accusés d'islamophobie et de racisme. Et cette question, que s'est-il passé ? Quelques pages plus loin, Alain Finkielkraut alerte sur les dangers de se dépouiller de son identité pour permettre à l'autre de déployer son être sans encombre, au risque, dit-il, d'une société infernale. On le disait, François Hollande présentera ses vœux au monde de l'école tout à l'heure, l'école qui inspire encore beaucoup la presse. Mais oui, l'opinion revient sur la déclaration de Najat Vallaud-Belkacem. Les enfants ne tireraient de l'école que 10% de leurs connaissances. Autant dire que les professeurs n'ont plus qu'à plier bagages. En fait, nous explique Irénée Chospé, la ministre aurait simplement traduit en quantité de savoir le temps passé à l'école, 10% de la vie d'un enfant, quand on inclut la nuit et les vacances. Donc, dormir ou regarder des vidéos sur Internet, selon la ministre, c'est autant
en termes de gains et d'apprentissage que d'apprendre à lire. On sent que la refondation de l'école, c'est pas vraiment gagné. Vous nous parlez torture maintenant ? Mais oui, parce que ça aussi, c'est dans Philosophie Magazine, et on trouve cet extraordinaire entretien avec Miguel Benassayag, ancien guérillero devenu philosophe. Il raconte son engagement contre la torture argentine, la perversité des bourreaux, l'horreur pour ceux qui y cèdent, et puis son travail pour retisser les liens entre les combattants, ceux qui avaient parlé et les autres les plus en souffrance. Ceux qui avaient parlé qui étaient les plus en souffrance. Car, dit-il, le bourreau, c'est le mec qui t'a possédé. Son bourreau, à lui, vient d'être acquitté. Mais il se dit apaisé parce qu'il sait que cet homme est la lie de l'humanité, dit-il, un pauvre type, et que lui, il continue son combat. Et on termine encore avec Philosophie Magazine. Mais oui, parce qu'on y trouve aussi un chiffre, et un chiffre vertigineux. Mais je vous le conseille, c'est un excellent magazine. 6,6 gigatonnes, ce chiffre. C'est la masse de ciment que la Chine a utilisée entre 2011 et 2013, quand les États-Unis ont coulé moins de 4,5 gigatonnes sur tout le XXe siècle. Alors on imagine à combien serait ce chiffre sans la politique de l'enfant unique qui voulait empêcher les Chinois de se reproduire comme des lapins, justement. Le pape, lui, a dû se poser la question, mais chut, il ne faut pas choquer. Vous avez vu la une du Courrier Picard ce matin ? Petit lapin, tu es un ogre, c'est mignon. Un petit lapin qui peut dévorer 1 demi-mètre carré de jeunes pousses de blé par jour. C'est un véritable vandale pour l'agriculteur de Picardie. Bien sûr, d'où les déclarations du pape. Voilà, petit lapin, c'est valable à l'échelle de la planète. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain. Europe 1.